Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Donc la semaine qui s'achève a été marquée évidemment par les deux décisions, les deux réunions de banque centrale, Fed et BCE. On va commencer par la première, celle de la Réserve fédérale américaine, qui a décidé de relever son taux principal, sa fourchette de taux principale d'1 quart de point. Donc c'est inférieur à la hausse de décembre qui était de un demi-point, donc de 50 points de base. On a une fourchette désormais entre 4,50 et 4,75. Et puis un discours qui accompagnait cette hausse de taux qui était de la part de Jérôme Powell, qu'on peut qualifier de plutôt faucon quand même comme discours. C'est un discours où Jérôme Powell expliquait qu'il n'y avait pas de place pour la complaisance, qu'il était nécessaire de ramener l'inflation vers les 2%, que le marché d'emploi restait extrêmement tendu. Donc un discours qui laissait quand même la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux, mais un Jérôme Powell, et c'est ça qui a plu au marché, et peut-être à tort du coup, qui a plu au marché, à savoir un Jérôme Powell qui a expliqué que les marchés et la Fed étaient en désaccord sur la vitesse en quelque sorte de retour de l'inflation à 2% et notamment sur la question des anticipations de marché, d'avoir des baisses de taux d'ici la fin de l'année. Là aussi, Jérôme Powell a expliqué que ce n'était pas le scénario de base de la Fed. Donc on pourrait s'étendre après des propos comme ceux-ci, bien que les marchés se disent attention, la Fed risque effectivement d'amener les taux au-delà de ce que l'on pense. Le marché considère toujours, considérer il y a encore quelques heures, on va expliquer pourquoi, que la Fed n'irait pas au-delà de 5% pour son taux principal. Et ça, c'est un petit peu changé en cette fin de semaine. Vendredi, c'est le jour donc, où j'enregistre le podcast, vendredi après-midi. C'est un petit peu changé en fin de semaine, après notamment un très gros rapport sur l'emploi, on va en reparler, et puis notamment un indicateur d'activité ISM qui, de manière très surprenante, a rebondi très fortement en janvier. Donc on reste sur la réunion de la Fed pour l'instant. Le marché n'était donc pas convaincu que la Fed irait plus loin, et Jérôme Powell n'a pas voulu repousser le sentiment de marché. Et donc, c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il a bien fait de ne pas repousser le sentiment de marché? En gros, s'il repousse le sentiment de marché, c'est qu'il estime que le marché est trop complaisant. Donc, hop, ça fait normalement tout de suite rebondir les taux, rebondir le dollar et baisser les marchés actions, parce que ça signifie que la Fed explique au marché qu'il est trop complaisant et qu'il faut intégrer plus de données de durcissement monétaire et de situations plus restrictives. Donc, il ne l'a pas fait. Effectivement, on a vu les marchés qui ont plutôt bien aimé l'après-réunion. Ça a grimpé, le dollar a faibli. Voilà. Le lendemain, autour de la Banque centrale européenne, qui, là aussi, Christine Lagarde a tenu un discours, la présidente de la BCE a tenu un discours relativement faucon, expliquant qu'il y a eu 50 points de base de plus de hausse de taux, donc le taux principal est à 3% maintenant. Christine Lagarde a expliqué que le Conseil des gouverneurs, il y avait un très très large consensus pour amener les taux à un niveau supérieur, notamment 50 points de base en mars, expliquant que c'était quasiment acquis d'avoir 50 points de base en mars, mais aussi expliqué que le mars ne serait pas le pic pour les taux, et que donc on pouvait avoir à nouveau des taux, donc il n'y aura pas de réunion en avril, potentiellement des taux relevés encore au mois de mai. Et là aussi, on se dit, finalement, c'est quand même assez musclé comme discours. Garantir en quelque sorte presque un 50 points de base encore au mois de mars, ça voudrait dire 3,50 pour le taux principal. Et si on devait encore un peu relever au mois de mai, par exemple, on serait peut-être à 3,75, donc pas loin de 4%. Et là aussi, finalement, peu de réactions convaincus de la part du marché, des marchés, actions qui ont continué à rebondir, des taux qui sont même détendus. On a vu les taux longs allemands et autres, même les taux courts allemands, français, partir à la baisse. Donc une belle détente à peu près partout sur les taux, les marchés non convaincus des discours de la Banque centrale européenne. Alors, est-ce qu'on doit qualifier ça de déni de la part des marchés? Est-ce qu'il y a un déni, une sorte de déni de réalité, considérant que face au challenge, face au ralentissement économique aussi, que l'on voit en Europe, on en a parlé ça la semaine dernière, pas mal de statistiques sur les questions de PIB allemand qui étaient contractés là au 4e trimestre, avec des datas en zone euro qui restent encore assez faibles sur la partie PMI par exemple, la partie vente détail, partie production également, on l'a vu, la partie balance commerciale aussi de l'Allemagne, le plus fort repli des exportations de l'Allemagne depuis en variation mensuelle depuis la crise Covid. Donc tout ceci, effectivement, le marché se dit, cette situation ne poussera pas la BCE à aller plus loin. Pour autant, les banquiers centraux, pour l'instant, n'adoptent pas. C'est le marché qui interprète leurs propos de manière plus accommodante. Mais si on fait la synthèse de toutes les phrases dites par Jérôme Powell et par Christine Lagarde, on a des discours aux 3/4. Si on prend le nombre de phrases agressives par rapport au nombre de phrases un peu plus équilibrées, aux 3/4, on est sur des phrases agressives, des phrases qui laissent clairement entendre qu'on ne s'arrêtera pas là. Et finalement, on a l'impression que le marché est déjà passé dans l'après, à savoir, ça y est, plus d'hausse de taux. Et donc, il ne faut pas oublier que sur les politiques monétaires, il y a deux aspects aussi évoqués par les banquiers centraux déjà depuis des mois et des mois maintenant, à savoir le higher for longer, notamment du côté de la Fed, des taux plus élevés, plus longtemps. L'idée n'est pas seulement de déterminer le taux final, ça c'est important quand même
pour les marchés. Mais après, combien de temps on laisse les taux à cet endroit-là, à ce niveau-là? Et évidemment que si on laisse des taux pendant 3 mois de plus, 6 mois de plus, sans les toucher, mais à des niveaux extrêmement élevés, si la Fed amène le taux à 5,25, c'est des niveaux, mais on peut pas dire que l'économie peut se satisfaire de ces taux-là, que ce soit sur l'immobilier ou autre. Il y a un vrai risque pour l'économie à ce moment-là. Et donc, on a l'impression que le marché a aussi un petit peu oublié la partie longueur, la partie, ben oui, les taux vont rester aussi hauts, pendant quelques temps vont rester très hauts avant qu'on puisse les baisser. Et jusqu'à il y a peu, aux chiffres de vendredi après-midi sur lesquels on va revenir, ben jusqu'à ces chiffres-là, le marché considérait même toujours que la Fed allait baisser de 50 points de base à ses taux. Voilà. Et donc, pourquoi je dis jusqu'à cet après-midi, jusqu'à vendredi après-midi donc? Parce que là, cet après-midi, donc vendredi après-midi, énorme rapport sur l'emploi. Énorme rapport sur l'emploi. Le marché attendait moins de 200 000 créations. Il y en a eu 517 000. C'est colossal, plus du double. Le chiffre du mois précédent a été révisé en hausse de près de 40 000 créations. Le taux de chômage, on l'attendait en petite hausse 3,6 et par rapport à 3,5 le mois précédent, on a eu 3,4%. Le taux de chômage le plus faible depuis 1969 aux États-Unis. Et la progression des salaires, qui est une donnée très surveillée par rapport à l'entretien des prix élevés, la fameuse boucle salaire-prix, très surveillée par la Fed, pour mesurer justement s'il y a un risque que l'inflation persiste un peu plus longtemps. Les salaires ont ralenti, on était sur des 4,6% de progression en rythme annuel le mois précédent, on est passé à 4,4%. Donc oui, ça ralentit, mais on est donc au-dessus du consensus, on n'a pas ralenti aussi fortement que le consensus l'attendait. Et cela soulève donc la question, c'est bien beau de ralentir pour les salaires, mais est-ce que la vitesse de ralentissement des salaires aux États-Unis, de ralentissement de la progression, donc est-ce que cette vitesse-là est compatible avec la vue de la Fed de ramener l'inflation à 2% le plus vite possible, ou est-ce qu'au contraire, ça ne va pas assez vite au niveau des salaires? Et juste après ce rapport sur l'emploi, qu'est-ce que l'on voit comme statistique arriver? L'ISM Service. L'ISM, je rappelle, c'est un indice qui mesure l'activité dans le secteur des services, ce qu'on appelle un indicateur avancé. Donc. Et l'ISM Service, on l'attendait, il avait été, on rappelle, le mois dernier contracté. C'est-à-dire, on avait vraiment eu un décrochage le mois dernier, mais on disait, oulala, attention, l'économie américaine est en train un petit peu de plonger, il y avait des signaux de ralentissement assez marqués, des chiffres de production industrielle, de vente au détail, d'indicateurs manufacturiers, de Fed régionale. On a plusieurs indicateurs comme ça, et même la Fed d'Atlanta avait fortement révisé à la baisse par rapport au T4, ses prévisions de croissance. Là, on est sur des bases de 0,7%, alors qu'au T4, la croissance annoncée, la première estimation, c'est 2,9%. Donc on se disait, tiens, il y a pas mal de stats américaines qui vont quand même dans le sens de ralentissement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme rapport sur l'emploi et un énorme rebond, enfin très gros rebond, de l'ISM manufacturier. Il passe de 49,2 en décembre à plus de, alors je crois 54 ou 55, j'ai plus le chiffre précis, mais c'est 55 dans cette zone-là. Donc c'est un énorme rebond. On rappelle que 50, c'est la zone qui sépare la contraction de l'expansion. Donc passer de 49 et quelques à un bond de presque 6 points de l'ISM, c'est absolument énorme. Et du coup, gros rapport sur l'emploi et gros ISM service, quand on sait en plus que l'inflation la plus persistante aux États-Unis, la plus problématique pour la Fed, c'est celle du secteur des services. Les services, c'est 2/3 de l'activité économique aux États-Unis. Donc une inflation qui est généralisée dans une énorme partie de l'économie américaine. Eh bien, les deux chiffres de cet après-midi, là, remettent une petite louche sur la question de est-ce que la Fed ne va pas devoir aller plus loin, et plus loin que ne le pensent les marchés. Plus loin, elle ira plus loin, c'est déjà prévu. Mais est-ce qu'elle ne va pas devoir aller plus loin que ce que pensent les marchés? C'est ça, en fait, là, la question. C'est est-ce que les marchés sont bien positionnés actuellement pour recevoir éventuellement des messages des messages qui étaient déjà agressifs de la part de Powell, mais que le marché n'a pas voulu recevoir. Mais est-ce que là, la Fed ne va pas devoir hausser le ton? Jérôme Powell a botté en touche, a dit, moi, je ne repousse pas les anticipations de marché, voilà, on n'est pas d'accord avec les marchés, bon, c'est un fait. La semaine prochaine, on va en parler, il y a plusieurs speakers de la Fed qui vont s'exprimer. Est-ce qu'eux ne vont pas, juste après ces chiffres-là très costauds de cette fin de semaine, devoir repousser les anticipations de marché pour ne pas justement que là les conditions se sont détendues, ça va entretenir l'inflation. Donc là cet après-midi, par contre, le marché a commencé à réagir un petit peu. Les taux en tout cas, le marché obligataire a réagi. Le marché action, il a un peu baissé au départ et hop, on enregistre, on est reparti à la hausse. Mais le marché obligataire, si on prend le taux 2 ans, qui est un très bon repère par rapport au sentiment de marché sur les hausses de taux de la Fed, le taux 2 ans, il était à 4,10% avant ces chiffres. Il est monté dans la foulée, dans l'heure qui a suivi, à 4,30. C'est un gros rebond, 20 points de base, c'est un gros rebond. Et justement, c'est un rebond quasiment en hauteur d'une hausse de taux supplémentaire, en fait.
Donc de 25 points de base. Donc vous voyez, le marché obligataire a agi, et là effectivement, au moment où j'enregistre, je trouve qu'il y a un décalage un peu injustifié entre ce que pense le marché, qui est en train de repartir un peu à la hausse, et puis le marché obligataire qui lui, et d'ailleurs quand on regarde, là au moment où on se parle, les anticipations pour le mois de mai, parce qu'en fait ce qu'on regarde c'est ça, il y aura une hausse quasiment certaine en mars de la part de la Fed, donc il va nous amener entre 4,75 et 5%, et puis la zone des 5% c'est un peu la zone qu'il ne faut pas franchir pour ne pas aller du mauvais côté, ne pas être trop agressif. Bien, cet après-midi, les anticipations sur les futurs Fed Funds montrent que désormais le marché est plus convaincu qu'il y aura une hausse effectivement supplémentaire au mois de mai, donc pour amener la fourchette entre 5 et 5,25. Il est plus convaincu de ça. On est sur des ratios de l'ordre de 59% désormais, alors que l'on avait, juste avant ces chiffres cet après-midi, on était à 32%. On a presque doublé sur les probabilités d'une hausse de taux qui, au-delà du premier trimestre, une hausse de taux au mois de mai, ce qui, on le rappelle, n'était pas du tout d'actualité il y a encore quelques heures. Donc, c'est là que je trouve moi, que le marché action réagit de manière un peu inconséquente, alors que le marché obligataire, lui, intègre ces données, et même le marché d'échange. Regardez le dollar, l'euro-dollar, l'or également, l'or, les métaux qui ont baissé. Seul le marché action semble vouloir aller contre ce message obligataire, et puis contre cette réalité des chiffres qu'on a eu cet après-midi. Surtout surprenant de la part du marché qu'on a également, je vous disais, des résultats cette semaine. Plusieurs groupes tech, les AAA, donc Amazon, Apple, Alphabet, déception sur le résultat. Alors on sait que les résultats allaient être plus faibles en year to year, c'est normal, une année de hausse de taux, etc. Bon, c'était la baisse des cours qu'on a eu l'année dernière, intégrait déjà ça. Mais on a été sur plusieurs résultats en dessous du consensus. Consensus qui tenait déjà compte donc de ces facteurs de ralentissement. On a donc été en dessous du consensus. Là, les taux sont en train de se redresser cet après-midi. Et on voit quoi? On voit ces valeurs du secteur technologique qui repartent. Et on voit tous les indices d'ailleurs qui repartent. Le Dow, même les valeurs un peu cyclicaux, tout le monde repart. Je m'interroge très très clairement sur la vigueur de ce dernier mouvement-là. Il y a une dissonance entre ce qu'on voit sur l'obligataire et ce qu'on voit sur le marché action. Moi, je trouve que le marché obligataire a raison de réagir comme il réagit. C'est logique par rapport à ce qu'on a de ces chiffres et des propos des banquiers centraux cette semaine. Le marché action, lui, reste, semble-t-il, assez immunisé contre ce risque-là. Pourtant, on rappelle que plus les taux obligataires restent élevés, plus il y a d'alternatives en fait au placement action. Quand les taux sont très très bas, on va que sur les actions parce qu'il n'y a que ça. Mais quand les rendements restent élevés et qu'en plus les résultats d'entreprise sont un peu décevants, et puis qu'on craint que la Fed aille plus loin dans sa politique monétaire, notamment après les chiffres de cet après-midi, pourquoi le marché action se redresse comme ça? Voilà, gros point d'interrogation, un peu de soupçon donc, sur la vigueur de ce mouvement-là et sur sa légitimité, on va dire. Voilà pour ce qu'on peut dire donc, de cette semaine. On a également eu des propos du ministre chinois du commerce, de l'économie ou du commerce extérieur, j'ai un doute, en tout cas, oui, ministre de l'économie, sur une phrase assez négative. Il a expliqué qu'il y avait en gros des vents contraires sévères, des vents contraires en termes d'importation-exportation du côté de la Chine parce que la demande extérieure était faible. Donc il a souligné ça et ça remet une petite pièce aussi dans la force de réouverture de l'économie chinoise. Et vous voyez, c'est ça qui n'est pas simple aussi d'analyser en ce moment, c'est qu'on a parfois l'impression, comme cet après-midi, d'avoir des signaux très costauds de la part de l'économie américaine, alors que tout au long du mois de janvier, on a des signaux plutôt faibles. Du côté de la Chine, on surveille la réouverture. Et puis on a des signaux là aussi qui sont assez mitigés. Sur la partie manufacturière, le PMI est contracté. Le PMI Kexin, S&P Global, il est contracté, toujours en dessous de 50. Le PMI Service, lui, qui repart en expansion. Mais le gros moteur pour la Chine, c'est pas les services, c'est surtout la partie moteur export, production, manufacture, etc. Donc là aussi, ça interpelle sur la vitesse de réouverture de l'économie chinoise. Et les données de cet après-midi aux États-Unis interpellent sur est-ce que c'est juste, finalement, est-ce que l'ISM Service, c'est un rebond temporaire avant une rechute, parce qu'effectivement, il n'y a pas raison d'être non plus trop confiant dans l'environnement actuel, parce qu'il y a quand même des vents contraires monétaires assez forts, ou est-ce qu'au contraire, on est sur un rebond de l'activité fort aux États-Unis, d'un seul coup, on commence à s'en rendre compte, avec de nouvelles stats qui vont arriver, et où là, la Fed va devoir... Et vous voyez, dans ce flou-là, dans cette situation-là, normalement, on est plutôt... c'est mon sentiment, au niveau des marchés actions, on devrait plutôt être un peu à consolider.
vu qu'on ne sait pas trop du coup si la Fed va remettre une grosse louche ou pas de messages agressifs, ou si au contraire, sur des statistiques peut-être une dernière fois qui sont assez costauds, puis le mois d'après qui vont baisser, mais du coup, repartir très fortement comme fait le marché, il y a un côté un peu surprenant, où justement les scénarios sont encore assez nombreux à ce stade, et donc pourquoi finalement on s'enthousiasme aussi fortement que ça, notamment en Europe aussi, quand on voit les variations en Europe, très très spectaculaires, et ça ne veut pas se calmer, alors pour autant, la macro n'est absolument pas là, et la Banque Centrale Européenne non plus, sa posture n'est absolument pas là pour nous vendre un environnement de taux et monétaire favorable au scénario que semble acheter et pricer le marché action. Donc un peu de prudence toujours de mon côté sur le marché action, le marché obligataire en tout cas pas dans ce sens-là. On termine par donc le programme pour la semaine prochaine. Lundi, les commandes industrielles en Allemagne. On aura également le sentiment des investisseurs, la confiance des investisseurs en zone euro. C'est une journée qui est plus light la semaine prochaine par rapport à celle-ci qui était très très chargée. On aura mardi prochain la production industrielle en Allemagne et un discours de Jérôme Powell, donc à surveiller de très très près ce discours, après ce qu'on vient de dire là, sur les derniers chiffres de cet après-midi. Mercredi, nous aurons là aussi des membres de la Fed qui vont s'exprimer. Nous aurons Williams et Barr, deux membres de la Fed qui vont s'exprimer. On aura les stocks de pétrole également. Cette semaine, 6e semaine consécutive de hausse des stocks de pétrole. Là aussi, signal un peu contradictoire. Est-ce que l'économie carbure, performe, et donc les stocks, il n'y a pas de raison que les stocks montent autant? Est-ce que ce n'est pas un signe d'une faiblesse donc, de l'activité économique ou de la demande? Après, on peut aussi avoir une faiblesse sur l'aspect manufacturier et une force sur l'aspect service. Les taux, quand on veut, notamment la conséquence du crédit, les taux de crédit sont devenus beaucoup plus chers, donc certains ménages américains hésitent peut-être à faire un peu plus de crédit. Et on a vu que les crédits ont augmenté aux États-Unis, mais à un moment donné, le crédit peut devenir trop cher, et donc on ne fait pas de crédit pour acheter les biens, par contre, on va consommer certains services qui sont globalement moins chers. Plutôt de changer, je sais pas, une machine à laver ou une voiture ou autre, on va commencer, on va aller au cinéma, on va aller au restaurant, etc. Parce que ça coûte moins cher. Et est-ce que ce transfert-là, finalement, lié à des taux élevés vers le secteur des services, ne va pas du coup maintenir l'inflation dans le secteur des services? Est-ce que c'est pas ça que nous montrent les stocks de pétrole du coup? Peut-être un ralentissement dans tout l'aspect un petit peu production et peut-être un transfert de la dynamique sur les services, peut-être. Mais dans tous les cas, ça... Pour moi, pour la Fed, c'est un casse-tête, parce que si c'est réellement ça, si les services sont aussi vigoureux que ça, c'est un vrai problème, parce que l'emploi reste très tendu, donc les salaires ne devraient pas ralentir autant que ça, et les services se comportent toujours très bien, c'est le gros pourvoyeur d'activité aux États-Unis, 2 tiers d'activité c'est du service, donc la Fed est face à quelque chose qu'elle n'a pas encore réglé. Jeudi, nous aurons les chiffres des nouveaux prêts en Chine. Ça, c'est bien pour mesurer un petit peu le soutien des autorités à l'activité dans leur phase de relance. Nous aurons également les prévisions économiques pour l'Europe, donc jeudi. Et vendredi, là aussi, journée intéressante, l'inflation en Chine, le PIB au Royaume-Uni, donc la croissance. On aura la confiance des consommateurs américains. Et on finira avec quelques déclarations, là aussi, de 2 membres de la Fed, Waller et Harker. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.